Comment expliquer que certaines personnes peuvent vivre jusqu'à 190, 100 ans, 110 ans, 120 ans, voire 130 ans, alors que d'autres mourront à l'âge de 60 ans sous Prozac et pourtant aidés par des médecins, alors que ces autres personnes n'iront jamais chez le médecin. Comment expliquer ça? On connaît tous ce village, Okinawa, enfin on connaît tous. Certains connaissent le village d'Okinawa, dit village des centenaires, où il y a des milliers de centenaires, beaucoup plus que dans les autres parties du monde. Il y a quelques parties du monde comme ça, ce qu'on appelle les régions bleues, je crois. La Sardaigne, il y a une région dans les États-Unis, à Okinawa, et sur une certaine île en Grèce, il me semble. Et c'est vraiment tout un ensemble de facteurs qui font que ces gens-là se sentent bien, vivent longtemps, vivent heureux. C'est pas seulement la nourriture. Ils ne connaissent pas, ces gens-là ne connaissent pas le concept de retraite tel qu'il est conçu en Occident. Cette idée qu'on va arrêter, se retirer de la vie active et donc commencer petit à petit à décrépir, à s'étioler. Alors que c'est pas du tout l'idée. Là-bas, il y a la règle d'or Ichinabe Shode, je crois, pour les mots japonais pas japonisants, c'est la règle d'or, c'est une règle d'or qui dit en fait, c'est leur règle d'or qui est une règle d'or. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la règle d'or c'est simplement la règle qu'on applique dans les sociétés, qui est une règle d'or pour que la société fonctionne bien. C'est la règle comporte-toi avec autrui comme tu voudrais qu'autrui se comporte avec toi. Pour éviter la vieillesse, il faut pratiquer un entraînement mental. C'est le stress qui est le facteur de vieillesse le plus puissant. Il faut donc faire en sorte d'éviter ce stress par la méditation, éviter la sédentarité qui est aussi un facteur de vieillissement, notamment au niveau des télomères qui répliquent l'ADN, ce sont les deux bouts de l'ADN qui répliquent l'ADN et qui deviennent moins performants avec la sédentarité. Rester au soleil, mais pas trop, pour avoir la vitamine D, mais pas beaucoup plus. On sait que les Japonais sont très couverts en général, ils font très attention au soleil, ils savent le danger du soleil. Bien dormir beaucoup, garder l'esprit vif, utiliser la pensée positive, exprimer ses émotions, avoir une attitude stoïque et refuser l'hédonisme à tout va. Par hédonisme à tout va, on veut dire chercher le plaisir pour le plaisir. Donc là, j'ai la possibilité d'avoir du plaisir, je vais manger cette barre de céréales. Ah, j'ai encore la possibilité d'avoir du plaisir en regardant ma notification Facebook. C'est pas top. J'ai noté les secrets pour ne pas vieillir dans la page 45 et un petit poème. Vie saine et ordonnée, nourriture modérée, ne pas abuser des médicaments, chercher par tous les moyens à ne pas laisser altérer par quoi que ce soit, ne pas se laisser altérer par quoi que ce soit, exercice et divertissement, aucune appréhension, ne pas rester enfermé, avoir beaucoup de contacts et toujours une occupation. Pratiquer également ce qu'on peut appeler la logothérapie. La logothérapie, c'est le but de trouver le sens de sa vie. Contrairement à la psychanalyse, on va chercher la cause dans une névrose du passé. La logothérapie travaille sur ce qui nous fait problème maintenant et comment est-ce qu'on peut aller vers le futur pour progresser. Un peu comme du coaching d'une certaine manière. Ça donnait à la citation de Nietzsche, celui qui vit avec un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Pratiquer la méditation Naikan. La méditation Naikan, c'est des séries de questions, une pratique qui est en lien avec la logothérapie, c'est-à-dire se poser 3 questions chaque jour. Qu'ai-je reçu ? Qu'ai-je donné? Quel problème ai-je causé à? Pour arriver à faire en sorte de ne plus considérer que les problèmes viennent des autres, mais bien de soi, et que le changement, le bonheur se trouve d'abord en soi, et c'est d'abord ici qu'il faut travailler, et arrêter de se plaindre pour rien. Accepter les émotions, ces sensations, faire ce que vous voulez faire, et découvrir un objectif vital. Voilà. Plus la thérapie de Monita. C'est une thérapie qui consiste à faire isolement et repos 5 à 7 jours. Première semaine, on est enfermé dans une chambre et on ne fait rien. Deuxième semaine, thérapie occupationnelle légère. On fait des choses, mais toutes petites choses. Jardiner, dessiner, peindre, c'est tout. Ensuite, thérapie occupationnelle. On fait des choses normales. On commence à bouger. Écriture, poterie, retour au monde réel et à la vie sociale. Le patient sort de l'hôpital et se réinsère dans la vie sociale. Et on garde les habitudes de méditation, les habitudes de retraite. Ensuite, une autre manière de vivre heureux, etc., de trouver le sens de sa vie, c'est d'entrer dans le flow le plus de fois possible. Ça rejoint ce qu'on a dit hier avec David Pink. Il donne des conditions pour entrer dans le flow. 7 conditions pour le flow: savoir que faire, savoir comment le faire,
savoir si on le fait bien, savoir où aller, se fixer des défis ambitieux, utiliser nos meilleures ressources personnelles, ne pas s'adonner aux distractions. Balayer l'idée que en étant multitâche, on fait mieux. En fait, les gens qui font du multitâche, en réalité, ils ne sont pas plus productifs. La seule chose qu'ils sont capables de faire, en réalité, c'est de passer rapidement d'une tâche à une autre, mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas été productifs, ils n'ont pas bien fait la tâche. Et enfin, page 91 aussi, il disait comment rester focus, comment rester dans le flow, comment éviter les distractions. Ne jamais regarder un écran, ni la première ni la dernière heure de la journée. Éteindre son téléphone avant d'entrer dans le flow. Un jour par semaine, observer un sevrage vis-à-vis des appareils électroniques. Par exemple, le samedi ou le dimanche, rien à part un peu de musique et la liseuse. Aller dans une cafétéria sans Wi-Fi, ne pas répondre aux mails, répondre aux mails que 2 fois par jour, comme on l'a vu pour les 120 techniques de productivité. Pratiquer la technique Pomodoro et commencer sa mission par un rituel qui plaît et l'achever par une récompense. Exercer sa conscience à revenir au moment présent, donc faire de la méditation, travailler dans un environnement où personne ne peut vous interrompre, diviser chaque activité en groupes de tâches liées entre elles et séparer chaque groupe en lieu et différent, grouper les tâches routinières que l'on peut terminer à une certaine heure du jour, par exemple envoyer des factures, passer des appels téléphoniques. Dans le flow, c'est vraiment un bel état parce que vous êtes concentré, seul le présent existe, rien ne vous inquiète, les heures volent, sentiment de contrôle, au niveau de préparation, tout est clair, c'est agréable, l'environnement est dépourvu de distractions, l'ego se dissout, ce n'est pas nous qui contrôlons la tâche, ou l'activité dans laquelle nous sommes plongés, c'est la tâche qui nous tient par la main. On peut également passer du flow au micro-flow, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire oui, le flow c'est bien pour les activités un peu entre guillemets, voilà, dessiner, etc. Mais bon, pour les activités un peu redondantes, comme faire la vaisselle, est-ce qu'on peut rentrer dans le flow? Eh bien, on peut pratiquer le micro-flow. Essayer de trouver le bonheur dans les tâches quotidiennes, s'oublier, penser à autre chose. Essayer de trouver, par exemple, le faire d'une certaine manière avec un certain rituel. Par exemple, prenez l'exemple de quelqu'un qui appuyait sur le bouton de l'ascenseur, mais qui le faisait chaque jour en posant des questions au client. Avant d'appuyer sur le bouton, on faisait un rituel. Donc vraiment se plonger dans la tâche, de faire un micro-flow, donc se plonger dans une tâche quotidienne, ce qui permet de la rendre aussi agréable. Et il disait que certaines grandes personnalités faisaient également ça, par exemple Bill Gates, je crois, fait toujours la vaisselle tous les soirs, avec des rituels justement. Dans cette idée d'avoir cette longue vie, plein de bonheur, pratiquer le régime d'Okinawa. La nourriture est très importante pour un mode de vie sain, des légumes, manger varié et avec peu de sucre. Les personnes d'Okinawa mangent 7 fois moins de sel que la moyenne nationale. Avoir la règle du hara hachi, c'est-à-dire 80% de ventre plein, pas plus. Ne pas manger jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'on ait... ne pas manger jusqu'à se faire péter le ventre, mais manger sainement. Ça fait baisser l'IGF-1. Ou si on mange beaucoup tout le temps, on peut aussi jeûner, pratiquer le 5-2, 500 calories les 2 jours où on mange et 2000 calories le restant de la semaine. Et boire aussi du shikusawa, c'est une sorte de thé. Non, c'est une sorte de fruit en fait qui est entre la mandarine et le citron, qui possède beaucoup de nobilétine, qui est un flavonoïde. Donc ça permet de toujours rester jeune, on va dire, pour simplifier. Bouger doucement, pas forcément faire du sport pour rester en vie longtemps, mais faire une activité. Le radio taïso, c'est simplement le fait de se lever comme ça et puis de faire des exercices le matin. Hop, vous vous levez, vous faites ça, vous tournez les bras, vous bougez votre corps. Pourquoi radio taïso? Parce que c'est quelque chose que font tous les Japonais. Le matin, en allumant la radio, ça dure 5 à 10 minutes comme ça. Fait bouger un peu le corps. Pratiquer du yoga, du tai chi, du qigong, du shiatsu. Pour le yoga, par exemple, vous pouvez commencer par faire la salutation au soleil. Salutation au soleil, tac, 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 tac. Bon, je vais pas la faire parce qu'il faut que je change d'angle de caméra, mais vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube. Ensuite, dans cette idée, encore une fois, de trouver la paix, affronter les problèmes de la vie, les problèmes psychologiques, parce qu'on n'aura pas que des problèmes physiques. Pratiquer le stoïcisme et le bouddhisme pour la résilience émotionnelle. La résilience, c'est la capacité à rebondir, à accuser les chocs, mais sans que ça nous détruise. Pratiquer la visualisation négative plus la pratique négative, comme le faisait Sénèque, en imaginant le pire et en le faisant, c'est-à-dire par exemple pendant une semaine ne pas manger comme une personne riche, parce que Sénèque était quelqu'un de très riche. D'ailleurs on lui a beaucoup reproché de vivre comme un riche et au contraire lui justement il avait cette pratique
De temps en temps, il allait vivre comme un non-riche. Moi, j'avais fait 24 heures sans argent. Bon, je ferai la vidéo, je l'ai pas encore faite. Je la mettrai un jour, cette vidéo, parce que j'ai pas fait le montage. Oui, ça ne serait tardé. C'est vrai que ça permet d'avoir une autre angle de vue sur la vie quand on a beaucoup de confort. Se sortir du confort, c'est quand même très intéressant. C'est d'ailleurs le but de la chaîne, sortir de sa zone de confort un maximum. Mais cette visualisation négative ne doit pas entraîner de pessimisme. Au contraire, ça doit entraîner le désir de profiter, se dire que ce qui arrive n'arrive qu'une fois et donc finalement ça pourrait être pire, ça n'arrive qu'une fois, donc autant en profiter. Les Japonais adorent le concept du wabi-sabi, chercher la beauté dans l'imperfection. Hein, les Japonais n'aiment pas les tasses parfaites, ils préfèrent des tasses où il y a une fêlure, une petite rayure à l'intérieur, ce qui donne toute la beauté à la tasse. Ichigo Ichi, le maintenant et ne reviendra pas. C'est d'ailleurs le sens un peu ce qu'on voit dans l'architecture japonaise comparé à l'architecture occidentale. L'architecture japonaise, c'est une architecture en bois qui est faite pour s'effondrer. Et que les jeunes générations vont continuer à recreuser, à réapprendre à comment la construire, à avoir d'autres compétences et à accepter que ça va s'effondrer, que de toute façon, la vie n'est pas faite pour durer, tout est changement et il faut accepter ce changement, contrairement à l'architecture occidentale qui a tendance à nous faire oublier que la vie va et qu'elle s'échappe sous nos mains avec ces monuments hein, comme le château de Versailles qui sont là depuis des siècles et qui tendent à montrer qu'il y a une résistance face au monde et qu'on est là et que rien ne bougera alors que ce n'est pas le cas. Pratiquer aussi les principes de l'antifragilité, concept de Nassim Taleb, l'idée que tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ça revient un peu avec la loi de l'Hormèse, hein, c'est-à-dire accepter les défis, les difficultés, mais les saisir pour faire en sorte qu'on soit plus fort à la fin. L'antifragilité de Nassim Taleb, c'est l'idée que quand on est fragile, c'est que un événement extérieur peut nous perturber énormément, alors que l'antifragilité, c'est qu'un événement extérieur qui, a priori, nous perturberait, va nous renforcer. Comme par exemple, il y a des villes qui, la ville de Fukushima, n'était pas du tout prête à un tel choc. Et aujourd'hui, il y a encore des débris. Et donc, elle n'est pas été antifragile, contrairement à d'autres villes. Ishinomaki ou Kenuma, les villes furent reconstruites en quelques années. Et donc, elles démontrèrent leur robustesse et leur capacité à revenir à la normale après la tragédie. Pour les deux principes d'antifragilité de Nassim Taleb, augmenter les sources de revenus, ne pas avoir qu'un seul salaire. Les gens à Okinawa ont toujours un travail plus une activité annexe. Et être conservateur sur beaucoup de choses, mais aussi prendre des petits risques mesurés de temps en temps. Par exemple, vous avez 10 000 euros, vous mettez donc 8 000 euros sur votre compte, vous mettez 1 000 euros sur un fonds d'investissement, un ETF par exemple, et vous mettez ensuite 1 000 euros dans différentes startups. Vous allez probablement, vous mettez 100 euros dans 10 startups différentes, vous allez probablement perdre beaucoup, probablement perdre 900 euros, mais il y a beaucoup de chances qu'il y a une de ces 10 startups qui décolle et qui vous rapporte beaucoup. Et enfin, je citerai les 10 lois de l'ikigai qui résument un peu leurs propos. Restez toujours actif, ne jamais prendre votre retraite. Prenez les choses calmement, ne pas manger à satiété. Entourez-vous de bons amis. Soyez en forme pour votre prochain anniversaire. Continuez à faire des choses de valeur, à avancer, à apporter de la beauté, à se rendre utile en aidant ou en donnant forme à notre petit monde. Donc en fait un peu trouver une activité, trouver le flow quoi. Malgré la retraite, souriez, reconnectez-vous à la nature, remerciez, vivez l'instant. Et enfin, suivez votre ikigai. En vous, il y a une passion, un talent unique qui donne du sens à vos journées et vous pousse à donner le meilleur de vous-même jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, comme le disait Viktor Frankl, ce sera votre prochaine mission. Nous vous souhaitons une longue vie heureuse et pleine de sens. Merci d'être là. C'était le résumé, comme vous vous en doutez, de Ikigai de Héctor Garcia et Francesc Miralles. Le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse. J'ai appris 2-3 choses, notamment l'idée du microflow. J'ai appris la logothérapie aussi. Télomère, je connaissais pas. Je pense que c'est un bon livre de développement personnel quand on n'y connaît rien et quand on n'y connaît vraiment rien.
qu'on n'a aucune, enfin, on est perdu, on sait pas par où commencer. Je pense que c'est vraiment un bon début. C'est le problème de quand on a lu un livre juste avant qui a changé, qui a pas changé la vie de notre vie, mais qui est très puissant. C'est vrai que c'est difficile de faire mieux derrière, mais je pense que c'est pas mal. Au moins, je suis plus en retard maintenant. Aujourd'hui, on est toujours le dimanche 24 janvier. Hop. Mais j'ai fini. Demain, je vais résumer. Je sais pas encore quel livre demain parce que j'aimerais pas non plus reprendre un jour de retard. Même si je pense que je dois accepter les jours de retard parce que c'est normal, ça fait partie du game, comme on dit. Bah, c'est très bien. Au moins, avec ce livre, je prends conscience de la sédentarité que peut impliquer même ce défi au fond. Ah oui, j'ai oublié aussi dans ce livre, il parle beaucoup de la dimension spirituelle. Acceptez votre dimension spirituelle, c'est important. Beaucoup de Japonais croient aux esprits dans la nature et ils essaient de vivre avec ces esprits-là et se disent que de toute façon, ces esprits sont puissants. Il ne faut pas rester assis trop longtemps, bouger. Quand vous êtes assis très longtemps, il y a le bon cholestérol baisse dans votre sang, le taux de sucre augmente et ça crée des fluctuations comme ça de votre insuline, ce qu'il vaut mieux éviter. Donc tout de suite, toutes les 20 minutes, vous vous levez, bougez, faites circuler le corps, le sang. C'est hyper important. C'est pour ça d'ailleurs que je vais arrêter cette vidéo parce que ça fait 22 minutes que je suis assis, donc je vais me lever, marcher un peu. Continue, on ne baisse pas les bras. Le défi est très difficile, plus difficile que ce que je pensais. Mais on est là, on avance. Même si j'ai un jour de retard, là théoriquement, je suis pas en retard. Même si j'étais en retard avant, même si j'ai eu du retard sur le défi, je suis quand même en théorie dans le temps. On continue et puis on baisse pas les